Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute l'actualité sportive nationale et internationale, c'est ici dans votre émission La Grande Team. Nous serons donc ensemble jusqu'à 22h pour le décryptage justement de toutes les news de ce soir. Je serai accompagnée de Dago Charles, de Balo, de Roger Stéphane et de Henri Joël. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Dago Charles, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Le moral? Ouais, depuis que je t'ai vu, ça va un tout petit peu. Ça va, ça Sinon, passe. depuis hier, bon, je n'étais pas trop en forme, mais ça Oui, va. par rapport à la défaite de l'Africa. Non, pas par rapport à ça, mais Oui. par rapport à un petit malaise que j'ai eu. Mais sinon, non. moi, je n'ai pas retenu la défaite de l'Africa. Oui. Ce que j'ai eu, c'est l'engouement de la population footballistique. Mais ça, c'est connu. Football, Mais ça, c'est connu. qui est sorti massivement. Mais ça, c'est déjà qui connu. a fait le plein du Stérobel Champrou. Roger Stéphane, laissez-nous Comme à mon temps. C'est ça qui m'a véritablement plu. Mais c'est pas Dans le nouveau. bon, la défaite, c'est pas bien grave. C'est un match de football. Voilà, Christine, l'Africa va rebondir après. on va polémiquer un peu. C'est pas nouveau à l'Africa. Oui. L'Africa a le meilleur public de Côte d'Ivoire. C'est connu. Non, c'est pas vrai. Ah, C'est si. pas vrai. Ah si. Là, dans ce pays-là, le club qui a plus de supporters dans ce pays, c'est la scène Mais il a dit meilleur, il n'a pas dit plus. Il a dit meilleur. Non. Les Le meilleur dans la débats passion ne sont et tout le pas reste. encore Voilà. ouverts, J'ai dit messieurs. meilleur, j'ai pas dit le plus nombreux. Bonsoir messieurs, bonsoir chez vous. Ça annonce un peu les couleurs de l'émission. L'Africa peut pas être meilleur. On y va parce avec que le sommaire. L'Africa, c'est les bagarreurs. Au programme de la Grande Team ce soir, LGT News, Focus, Mondial 2023, retour sur le programme de préparation des éléphants basketteurs. Mondial 2026, les éléphants ont-ils plus de chance avec le nouveau format des éliminatoires? Ça fait l'actualité. Très bonne émission sur la 3. Une question LGT comme tous les soirs, mondial 2026. Les éléphants ont-ils plus de chance avec le nouveau format des éliminatoires? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99 et écrivez aussi sur la page Facebook de la 3. On a hâte de vous lire, de voir vos commentaires, de voir vos avis. On débute avec LGT News. LGT News. Football à présent avec le championnat scolaire africain. La CAF offre 27 700 ballons aux établissements de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des préparatifs de la phase nationale de la deuxième édition du championnat scolaire africain, la Confédération africaine de football a offert 27 700 ballons aux établissements de Côte d'Ivoire. 200 ballons ont en effet fait l'objet d'une remise symbolique hier au lycée classique d'Abidjan au cours d'une cérémonie qui a réuni la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo et quelques invités de marque. 10 établissements ont reçu ce don composé de 20 ballons pour chacun. À travers ce geste, la CAF entendait ainsi respecter ses engagements en prélude de la phase nationale du championnat scolaire africain. Le football scolaire fait partie, je dirais, du dispositif. Parce que, évidemment, le football des jeunes, les jeunes sont et à la fois scolarisés et déscolarisés. Mais nous encourageons plutôt les jeunes à être scolarisés. Parce que, comme je le disais, être à l'école est un avantage en termes de réflexion et de perception. Donc, pour nous, c'est un espace particulièrement important qu'il fallait adresser. Leur donner les conditions pour jouer, pour participer. Et vous savez que l'école, on est au collège à partir de 11 ans et on finit au lycée à 18 ans. Donc c'est vraiment la tranche 11-18 qui est une tranche que nous adressons pour pouvoir avoir des joueurs de qualité bien formés et qui puissent donc répondre aux attentes du football ivoirien. Cette information avant de poursuivre ce programme, la 3 est une chaîne de sport et aussi de musique, vous le savez bien. Et nous avons appris il y a quelques minutes le décès de la célèbre chanteuse Tina Turner à l'âge de 83 ans. Chez elle, en Suisse, des suites d'une longue maladie. L'information a été donnée par l'un de ses agents. Bien entendu, le département musique de la 3 reviendra sur cette information avec plus de détails. On commence le débrief des news. Roger Stéphane, vous nous parlez des dons de la CAF. Oui. Je voulais simplement dire merci à la Confédération africaine de football qui fait un geste important à la Côte d'Ivoire en offrant 27 000 ballons aux équipes qui vont participer aux éliminatoires du championnat scolaire africain. C'est une compétition qui tient à cœur au président Patrice Motsepe, le président de la CAF, qui en a fait l'un de ses chevals de bataille par rapport à son programme
dans le cadre du développement du football sur le continent africain. Ils commencent par les plus jeunes. Ces ballons-là ont été octroyés aux équipes des secondaires et du primaire. C'est la Fédération de football qui a remis le don. Et donc, bravo, félicitations. C'est un très bon geste pour la Côte d'Ivoire qui montre que la CAF fait un petit clin d'œil intéressant à notre football, à la Fédération de football. On voit que les relations se sont normalisées et c'est une bonne chose pour nous. Je rappelle qu'on sort d'une crise qui a duré autour de 2 ans et aujourd'hui, ça va nettement mieux entre la CAF et la Fédération de football. Je voulais vraiment saluer cette initiative. 27 000 ballons, c'est beaucoup. Les enfants pourront bien s'entraîner, bien se préparer. Et puis ceux qui sont qualifiés pour ce championnat scolaire africain vont aller faire un tournoi pour honorer la Côte d'Ivoire. En tout cas, bravo à la Confédération africaine de football et un joli petit coucou à la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Balo, avec vous, on parle de Formule 1. Oui, absolument. Avec la blessure de Carlos Sainz, il faut dire que c'est une blessure qui ne tombe pas à point nommé parce que la Scuderia Ferrari, qui comptait jouer les seconds rôles dans le paddock, aujourd'hui est cantonnée à une place de troisième derrière l'écurie Aston Martin de Fernando Alonso et l'écurie Red Bull qui est intouchable en ce début de saison. C'est pas une bonne nouvelle aussi pour le pilote dans la mesure où il fait pas un bon début de saison par rapport à son coéquipier Charles Leclerc qui a essuyé certains abandons, mais en termes de classement, Charles Leclerc fait un meilleur début de saison que Carlos Sainz, qui doit absolument se rattraper. Donc cette blessure ne tombe pas à point nommé. Mais il y a des palliatifs dans l'écurie de Ferrari, peut-être éventuellement remplacés par les pilotes de réserve que sont Robert Schwarzman, qui a été vice-champion de Formule 2 en 2021, et Antonio Giovinazzi, qui est un vieux pilote, un pilote passé par l'écurie Alfa Romeo. Donc il y a des possibilités pour le remplacer, mais ça ne tombe pas à point nommé pour le pilote et pour l'écurie Ferrari. Ouais, c'est bien dommage, hein, cette blessure, justement, qui ne tombe pas à point nommé. Henri Joël, avec vous, on parle NBA. Bien sûr, on est passé à côté de quelque chose d'historique hier nuit, dans la nuit d'hier. Aujourd'hui, avec le 4e match entre Boston et l'équipe de Miami. Alors, jamais dans l'histoire de la NBA, on a eu 2 sweeps en finale de conférence, c'est-à-dire une défaite de 4-0 hein, d'une équipe au niveau des 2 finales, puisque les Lakers ont été sweepés par Denver 4-0. Donc on attendait je dirais, ce match crucial entre Boston et Miami. Et heureusement, voilà, Boston n'est pas rentré dans cette triste histoire en s'imposant face à l'équipe de Miami, qui, on le rappelle, a déjà remporté les 3 premiers matchs. C'est-à-dire, Miami s'est imposé 2 fois chez les Boston Celtics avant de remporter un 3e match à domicile. Donc c'était le 4e match à domicile chez Miami. Et peut-être cette victoire aurait permis à Miami d'aller en finale NBA contre l'équipe de Denver. Sauf qu'en face, ils se sont réveillés, ces joueurs de Boston, avec un Marcus Smart qui, on le rappelle, il y a 3 saisons de cela, a fini meilleur défenseur de la NBA. Il s'est transcendé non seulement au niveau physique, parce que depuis le début de ces séries, Miami impose un rythme très physique à l'équipe de Boston qui hier a répondu à ce défi physique. Alors tout s'est passé dans le 3e quart-temps où Boston a fait un run de 18-0. Et surtout, ça a coïncidé aussi avec 3 pertes de balles consécutives de Miami, qui a permis à cette équipe de Boston de prendre quand même l'envol. Alors, qu'est-ce qui attend maintenant? On a le 5e match dans la nuit de jeudi à vendredi. Et là, les Boston Celtics espèrent remporter ce match-là pour rester toujours en vie, pour rester toujours au crochet de Miami et espérer un match 7 pour pouvoir s'imposer et aller affronter Denver en finale de NBA. D'accord, très bien. Dago Charles, avec vous, on parle du père de Messi. J'aimerais vraiment féliciter Joël, parce que là, il parle du basket avec... avec passion. Avec passion, avec force, alors que les petits détails... Bon, enfin, le basket, j'ai généralement pour les grands. Je sais pas de quoi je parle. Oui, on a compris. Carton jaune d'Ago Charles. Ouais, la signature de Messi, en fait, la volonté du père de Messi, en tout cas, moi, je la partage. Parce que non seulement on sait que cette famille-là vient d'une situation sociale plus ou moins, je ne dirais pas pauvre, mais c'est tout comme. Et donc, au travers de son fils, aujourd'hui, ils sont arrivés dans un autre monde où il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, il serait intéressant vraiment pour Messi pour pouvoir aider les jeunes de son village, de sa région, de son pays, d'amasser tous ces sous-là, tous ces 327 milliards à peu près. Mais non seulement, ça nous permettra aussi également de voir encore une fois de plus ces deux-là
rythmer encore le monde du football parce que là, il va rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Donc, franchement, ça fera vraiment encore plaisir. Et comme jusque-là, il n'y a pas d'autres grands footballeurs, c'est vrai, Eden Haaland, Mbappé, ils sortent un peu le bout du nez. Il n'y a pas d'autres anciens grands footballeurs, sinon, enfin, des grands footballeurs actuellement qui pondent de nez. Donc, les deux là, on pourra encore les suivre du côté de l'Arabie Saoudite. Je le dis parce que nous autres qui avons évolué dans ce championnat-là, dans ce championnat saoudien, à l'époque, on disait que quand tu vas là-bas, c'est parce que tu es perdu pour le foot. Donc Dieu merci, quand ces deux grandes vedettes du monde du football évoluent dans ce championnat, ça voudrait dire que bon, on peut toujours continuer à regarder. Vous n'étiez pas perdu alors. C'est que vous n'étiez pas perdu. Merci. Merci de me le rappeler. D'accord, très bien. Vous savez quoi, messieurs? On va marquer une petite pause, juste le temps de la pub. Voilà, vous soufflez très bien. On se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en compagnie de Roger Stéphane, de Dago Charles, de Ballot et de Henri Joël. Et on part pour le focus. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée lundi dernier, en présence du président de la FIBB, Mahon Koulibaly, le coach des éléphants basketteurs, Dejan Prokic, a dévoilé le programme de préparation de ses poulains pour le mondial 2023. Alors, messieurs, que retenez-vous en gros du programme de préparation des éléphants? Henri Joël. Je pense que c'est un bon programme. C'est un bon programme dans le sens où les adversaires qui ont été choisis, d'abord il faut jeter un coup d'œil sur les adversaires, correspondent presque aux adversaires que nous allons rencontrer lors de cette phase de poule du côté de l'Indonésie. Vous avez la Jordanie qui n'est pas très loin de l'Iran, donc du coup, peut-être dans la zone géographique influence un peu la manière de jouer. Donc on se dit, on prend la Jordanie, c'est pour préparer le match face à l'Iran. Oui. Ensuite, peut-être on va essayer d'aller vers les lusophones avec le Portugal, parce qu'on va rencontrer l'équipe du Brésil. Et puis, du côté de l'Europe, avec l'Espagne, dans cette shortlist-là, nous avons la République tchèque. Donc, en gros, voilà, on a essayé de choisir des adversaires qui correspondent à ceux que nous avons rencontrés lors de cette Coupe du Monde. C'est pour cela que je dis que c'est un bon programme. Et puis maintenant, on verra comment ça va se comporter, comment l'équipe va se comporter, comment ça va se passer, qui sera retenu. Mais je signale que ce n'est pas seulement que ces équipes qui seront rencontrées par les éléphants. Vous avez l'Angleterre aussi qui sera là. Vous avez la Bosnie-Herzégovine qui sera là également. Alors, la République tchèque? Oui, la République tchèque. Au niveau du ranking, vous avez la Jordanie qui est 33e mondial. Donc, c'est un bon partenaire. Vous avez le Portugal qui est 54e. C'est vrai, au niveau du foot, ils sont très bons, mais au niveau du basket, c'est pas top. La Côte d'Ivoire est devant le Portugal. Vous avez la République tchèque qui est 12e. Là, c'est un gros adversaire, la République tchèque, qui compte sur le continent européen, 9e européen. Donc, voilà, quand on regarde un peu cette shortlist-là, on se dit qu'on a choisi quand même des adversaires quand même assez intéressants pour une bonne préparation. D'accord. Mais 45 jours, est-ce que c'est suffisant, Ballot? Oui, je pense que 45 jours, c'est suffisant. C'est vrai que ça peut se qualifier en termes de durée, mais c'est surtout le contenu. Oui, moi, j'estime que 45 jours, c'est suffisant, d'autant plus que le calendrier des rencontres au niveau de ces matchs amicaux ont été réalisés en fonction de la durée. Donc, moi, pour revenir un peu aux sparring partners, je pense que oui, comme Henri Joël l'a si bien dit, la République tchèque, par exemple, c'est un gros morceau dans la mesure où, au-delà de son classement, c'est tout simplement un basketball qui a une qualité de formation. En ce qui concerne les pays de l'Est, il faut savoir que les centres de formation des pays de l'Est sont de qualité et produisent des joueurs de qualité. On a la République tchèque, on a la Lituanie. Donc oui, au niveau de la République tchèque, c'est un gros morceau. En ce qui concerne le Portugal, je me suis amusé un peu à voir les clubs où évoluent les joueurs portugais. On a des joueurs qui évoluent en Espagne, qui est un championnat plutôt relevé. Donc, au niveau du Portugal, oui, au niveau du ranking, ils ne sont pas très en avance. Mais au niveau de l'effectif, on peut s'attendre à avoir de bons joueurs, car il y a certains qui évoluent dans le championnat espagnol. Maintenant, en ce qui concerne l'Angleterre, il faut savoir que c'est un basket en progression. Ce n'est pas une grande nation de basket, mais c'est une nation émergente du basketball, qui est 9e lors des Jeux Olympiques de 2012. Donc oui, partant de ce fait-là, on peut estimer qu'il y a de la qualité en ce qui concerne les sparring partners. Et 45 jours, ça me semble quand même assez suffisant, oui, je pense. D'accord. Mais on note de nombreux déplacements pour cette préparation. Est-ce qu'à la fin, les éléphants ne seront pas épuisés, Roger Stéphane? Oh, il faut épuiser, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'il aura
il y aura beaucoup de déplacements parce qu'il y aura également une phase de préparation au plan local pour terminer après du côté de Taïwan. Donc ça fait beaucoup. Mais je pense que c'est bon, on peut tenir le coup. 45 jours, enfin 1 mois et demi pour préparer la Coupe du Monde, si c'est pas mauvais. On aurait même pu faire plus. Mais j'avoue que moi, de mémoire de journaliste, c'est la première fois que je vois une préparation au niveau de la Fédération de basketball aussi de bonne qualité. Il y a vraiment il y a un planning de travail qui est bien élaboré, avec de très bons adversaires. On sent que vraiment du côté de la fédération, on a mis du sérieux à préparer véritablement à cette Coupe du Monde de basketball, même si elle va être extrêmement difficile pour nous, parce que quand même, on a l'Espagne, on a le Brésil, on a l'Iran. Mais j'avoue que le plan de préparation est assez intéressant et je voulais peut-être féliciter la fédération. C'est vraiment une toute première fois qu'on voit ça. Et je pense que si ensemble, les dirigeants et techniciens ont décidé de concocter ce plan, oui, c'est que ça pourrait apporter un petit crochet à notre sélection, qui, rappelons, a été vice-championne d'Afrique, a de la qualité avec de très bons garçons. Maintenant, la préparation va voir, parce que la Coupe du Monde, bon, ça va être un autre niveau. Oui. Alors, en ce qui concerne le timing, je pense que oui, c'est bon. Dans un côté, c'est bon. Dans l'autre sens, je pense que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Vous savez, les équipes que nous allons rencontrer ont des championnats très, très forts. Quand vous prenez l'Espagne, c'est l'un des meilleurs sur le continent européen. Donc, la majorité des joueurs espagnols, on les trouvera au niveau du championnat. Ajoutez à cela quelques joueurs qui évoluent en NBA, qui viendront compléter l'effectif. Quand vous prenez l'Iran, c'est pareil. Le Brésil également. Donc, vous avez des adversaires qui ont des championnats assez forts. Pourtant, nous n'avons pas ce championnat capable d'envoyer des joueurs à cette Coupe du Monde. Donc, forcément, on va s'appuyer sur nos joueurs internationaux. Alors, est-ce que le temps va le permettre? Parce que, forcément, il y aura un mixte au sein de cette équipe. D'autres qui étaient l'avant-sortie, certains vont entrer. Est-ce qu'on aura le temps suffisant pour pouvoir créer cette osmose-là au sein de l'équipe afin d'aller titiller ces équipes que nous connaissons déjà? Parce que déjà, sur l'affiche, il ne faut pas se mentir. Nous ne sommes pas favoris dans cette compétition. Et si déjà, ajouter à cela venir d'horizons divers pour une préparation de 45 jours, c'est vrai. D'autres diront que oui, c'est long, c'est assez intéressant, comme Roger Stéphane l'a dit, parce que rarement nous avons été habitués à telle préparation. C'est terrible. C'est vrai que c'est intéressant dans un sens, mais de l'autre côté, quand on regarde les partenaires, les adversaires que nous allons rencontrer, je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, l'idéal, bon, peut-être on ne sera pas dans cette configuration. L'idéal, c'est qu'on ait un championnat assez intéressant. Henri Joël, un pays comme la Côte d'Ivoire, n'aura jamais une préparation comme l'Espagne. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, ils ont un championnat sur lequel ils peuvent s'appuyer. On n'aura jamais ça. Ne parlez pas en même temps. C'est-à-dire, tous ces trois adversaires ont un championnat sur lequel ils vont s'appuyer. Par contre, nous, c'est à partir du début de la préparation qu'on fera venir nos joueurs d'horizons divers afin de créer quelque chose, pour aller les affronter. Donc, c'est en cela que je dis, ça peut être suffisant dans un côté, mais de l'autre, quand on regarde les adversaires, surtout ce qu'ils vont nous proposer, c'est pas assez efficient. Très bien. Dago Charles. Oui, moi, je pense que c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, surtout pour un sport collectif, dans la mesure où nos joueurs sont des athlètes, des professionnels de haut niveau, dans les différents clubs où ils évoluent. Ils vont être certainement associés à quelques-uns au plan national. C'est peut-être même à cause des nationaux qu'on a parlé de 45 jours. Sinon, garder des hommes de cette trempe-là durant 45 jours, c'est pas évident. Est-ce que c'est une bonne idée, justement, d'ajouter? C'est une très bonne idée, c'est lourd, c'est fort, dans l'intensité. Mais cette préparation se fait en adéquation avec les médecins, les kinés, c'est tout ça. Ils vont travailler sur l'intensité, sur la durée pour pouvoir rentrer dans cette compétition-là au bon moment. Parce que quand on prépare un championnat, c'est pour arriver prêt. Et je pense qu'après réflexion, après toutes les études, c'est après ça qu'ils ont décidé de faire 45 jours. Moi, mon seul souci, ça c'est la volonté de la fédération. Ce à quoi nous sommes habitués ici, c'est souvent le manque de moyens à la dernière minute. C'est ça. Pour pouvoir réaliser la préparation. Voilà mon souci. Sinon, ce plan-là, ce projet-là, élaboré par la fédération, pour moi, c'est vraiment un super plan. C'est la première fois qu'on nous sort un projet aussi clair, limpide. De bons adversaires, c'est vraiment bien. On est convaincu que même si on fait de la figuration, c'est pas mon souhait. On n'espère pas. Mais que les prochaines joutes seront mieux abordées à partir de cette préparation-là. Moi, je ne peux que féliciter la Fédération ivoirienne de basket. Oui, vous avez évoqué les déplacements tout à l'heure. Je trouve que c'est en adéquation avec le déplacement que les joueurs vont effectuer pour aller disputer cette Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on va rallier l'Indonésie. Je pense que c'est une distance assez longue, donc je pense que c'est partant de ce fait-là qu'il faut préparer les organismes des joueurs à des conséquences physiques par rapport à la longueur de ce voyage. Donc moi, j'estime que les déplacements effectués pour ces matchs amicaux-là, au contraire, peuvent être utilisés
à bon escient pour être prêt physiquement le jour de la Coupe du Monde. On sait que le torchon a brûlé un moment entre les joueurs et la fédération à propos du changement d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il en est présentement? Bon, actuellement, nous n'avons pas suffisamment d'informations, mais ce qu'on espère, c'est que ces joueurs-là viennent. Nous les connaissons tous, que ce soit Costello, Patrice, bon, même si entre les deux, c'est un seulement qui peut venir. Alors, au-delà de cela, est-ce qu'on a la forme physique de certains joueurs? Parce que, mine de rien, certains évoluent dans des championnats où on n'a pas suffisamment d'écho. En dehors des coachs qui font, par exemple, des tournées pour aller voir ces joueurs-là, on n'a pas suffisamment d'écho sur leurs prestations, sur tout leur état de forme. Ouais. Donc, je me dis que voilà, le groupe que nous connaissions, c'est-à-dire le groupe qui était au niveau de l'Afro-Basket qui a fini vice-champion, si on s'appuie sur ce groupe, normalement, si on oublie, je dirais, ces embrouilles entre la fédération, les joueurs et voilà, le manager, si on fait fi de cela et qu'on s'appuie sur ce groupe avec quelques ajouts ou quelques retraits, je pense que ça peut constituer un très très bon groupe pour cette... Alors, oui, sur la crise, c'est vrai que c'est la grosse équation. Apparemment, l'entraîneur a été maintenu puisque c'est son programme de préparation qui est là en ce moment. Moi, j'ai interrogé un peu autour de la fédération. Bon, la fédération estime qu'il n'y a pas de crise. Hein. Il y a des joueurs qui vont être convoqués. Ceux qui vont venir vont jouer. Ceux qui ne vont pas venir vont être remplacés. Maintenant, au plan local, ce n'est pas très sûr qu'il y ait des garçons qu'il y ait beaucoup qui intègrent le groupe, à l'exception de Konaté Stéphane, qui est bien connu. On a des garçons comme Willy Kassi, Bamba Diang, Nathan et Lauré, qui sont très bons, mais je ne suis pas très certain qu'ils vont intégrer le groupe. Non, rapidement, Nathan, il est avec l'équipe nationale. Il a fini son championnat en Espagne, c'est pour cela qu'il est venu prêter mes fautes à la JC. Tout comme Willy Kassi. Tout comme Willy Kassi. Non, sauf Dieng qui évolue à Azu, en Côte d'Ivoire, qui était dans le groupe dernier groupe. Donc, les grosses surprises qui pourraient venir, il y a Mo Bamba, qui évolue du côté de la NBA. Ouais. Il semble que la fédération l'a déjà checké. Il y a des discussions. Donc, lui, il revient un peu de blessure. Il pourrait peut-être apporter son aide à la sélection. On parle également d'un certain Kevin Yeboah, qui évolue du côté de l'Allemagne. Il est Yobo ou Yobo Kevin, en tout cas, qui évolue en Allemagne, qui a été élu meilleur joueur du championnat d'Allemagne, qui a été checké également par la fédération. Il semble que c'est un très bon joueur qui pourrait lui aussi venir prêter main forte à la fédération de basketball par rapport à ce tournoi. Donc si on considère ces deux garçons, Mo Bamba et Kevin, ce sont des renforts de poids qui pourraient peut-être nous aider à faire un bon parcours, mais ce n'est pas encore fait. Les bruits qu'ils vont venir, ce n'est pas encore fait totalement, mais on espère qu'ils vont venir. Si on ajoute à ça tous ceux qu'on a, les Vafessa, les Koulibaly, etc., oui, peut-être, on peut aller chercher l'Espagne, oui, peut-être, on peut aller chercher le Brésil, oui, peut-être, on peut faire jeu égal avec l'Iran. Mais ça va être... L'objectif, c'est une qualification aussi pour les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que cette ambition est dans nos cordes? C'est dans nos cordes. De toute façon, quand nous sommes qualifiés pour cette Coupe du Monde, ça veut dire que nous avons le niveau pour y être. Ça, c'est la première des choses. Parce que les qualifs montrent toujours le niveau auquel tu veux participer. Donc, si nous sommes là-bas, c'est parce que l'équipe nationale de basket de Côte d'Ivoire a le niveau pour être à la Coupe du Monde. À partir de cet instant, tu vas te frotter aux soi-disant grands. Et c'est à leur côté qu'on s'améliore, qu'on grandit aussi. Donc pour moi, c'est pas parce qu'on va rencontrer l'Espagne, championne du monde, on va rencontrer le Brésil, des grandes nations du basket, et que ça voudrait dire qu'on parte en victime résignée. Non, c'est vrai, on n'est pas favori, mais je suis convaincu que ce programme-là, tel qu'il est libellé, sur cette question d'inquiétude relative aux embrouilles, si ces questions sont pour moi d'une autre époque, oui, je crois que ces garçons vont bien se préparer et ils vont aller défendre grandement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'ils se découragent très vite. Qu'ils boycottent la sélection, d'ailleurs. Ils boycottent la sélection. Avant la compétition. Voilà, c'est tout. Sinon, pour la compétition, je sais qu'ils vont aller se battre. Parce qu'une chose est sûre, ceux qui jouent en Allemagne, ceux qui jouent à Abidjan et autres, ont tous envie de jouer en NBA. Parce que c'est le meilleur championnat où on gagne beaucoup plus d'argent. Ouais. Et ça, c'est une vitrine pour pouvoir montrer à la face du monde qu'on peut jouer en NBA. Ouais. Et donc, c'est une occasion pour les uns et les autres de pouvoir briller. Je suis convaincu que la politique mise en place par le président Mahama, franchement, va porter ses fruits. Parce que j'ai été heureux de retrouver l'ex-président Guy Mathieu, que lui, Mahama, dans une certaine mesure, qu'il m'excuse, avait combattu à un moment donné. Guy Mathieu vient remettre un président lors d'une des cérémonies. Ça voudrait dire que la paix est revenue dans le monde du basket. Et si vraiment la paix est retrouvée dans le monde du basket, il n'y a pas de raison qu'on ne croit pas à une surprise
voilà, de cette équipe nationale. Très bien. Alors, en allant, vous avez 40 secondes. Oui, en allant à cette compétition, d'abord, l'objectif, c'est de bien faire un bon parcours. Mais en ce qui concerne les JO, il faut savoir que c'est le meilleur Africain de la compétition qui se qualifie directement pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire nous avons 5 représentants, l'Égypte, le Soudan du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Cap-Vert. L'objectif pour se qualifier pour les JO, c'est de finir meilleur pays africain à l'issue de la Coupe du Monde. Le plus loin possible. À l'issue de la Coupe du Monde, pour être qualifié directement pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai, peut-être on peut ne pas, ce que je ne sais pas d'ailleurs, on peut ne pas se qualifier pour le deuxième tour, mais il faut espérer qu'on soit la meilleure équipe africaine à cette compétition. D'accord. Pour être qualifié directement pour les Jeux Olympiques. Ok, d'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup, messieurs. On part maintenant au stade du jour. L'attaquant namibien du Mamelodi Sundowns, Peter Chalulile, est l'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF. Avec 6 réalisations, malheureusement, son club a été éliminé en demi-finale par le WAC Casablanca. 16. Le Al Ahly du Caire disputera cette saison la 16e finale de son histoire en Ligue des champions de la CAF. C'est un record pour le club égyptien. Après lui, suivent le Zamalek et l'Espérance de Tunis avec 8 finales. 3. L'équipe de Naples a remporté cette saison son 3e titre d'Italie. Les 2 premiers Scudetto ont été glanés en 1987 et 1990 sous la conduite de Diego Maradona. Alors, messieurs, quelle impression vous laisse l'attaquant namibien Peter Chalulile? Roger Stéphane. Ben, il fait une très belle saison. Je crois qu'il est au club depuis 3 ans. J'ai vu ses statistiques cette saison. C'est 34 matchs, 23 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc oui, c'était un formidable joueur qui a porté cette équipe de Mamelodi Sundowns, qui a été l'une des meilleures équipes dans la phase de poule, qui malheureusement est tombée sur une superbe équipe du WAC. Ils sont allés faire, sur la demi-finale, faire 0-0 au match aller du côté du WAC. Et puis à domicile, ils ont fait 2 buts partout. Donc sur le coup du but à l'extérieur, ils se sont fait éliminer. Ils ont mené une fois 1-0. WAC est revenu. Ils ont mené encore 2-1. Et à la 83e minute, le WAC inscrit le but égalisateur qui éliminait cette équipe de Mamelodi Sundowns que tout le monde voyait comme l'équipe capable d'aller arrêter le Al Ahly qui, dans l'autre opposition, a laminé la formation de l'Espérance de Tunis. Donc oui, bravo à ce garçon. Mais j'avoue que Percy Tao également du Al Ahly fait une très bonne saison. Lui aussi fait une très bonne saison avec son club. Je pense que ces 2 garçons ont vraiment dominé cette phase de la Ligue des Champions. Pour revenir au Namibien, Balo, est-ce que c'est normal d'affirmer qu'il est le meilleur attaquant actuellement sur le continent africain? Non, là, il en ressort pour l'instant. Oui, sur ses performances actuelles, oui, on peut estimer que oui, parce qu'il a brillé dans une compétition majeure africaine et la plus grande d'ailleurs, la plus prestigieuse, qui est la Ligue des Champions. Donc oui, sur sa performance actuelle, oui, on peut le dire. Maintenant, sur les qualités intrinsèques, sur le potentiel, moi, je dirais... J'en suis pas très convaincu. J'en suis pas très convaincu parce que Roger Stéphane avait parlé de Percy Tao tout à l'heure. Il y a d'autres attaquants aussi très intéressants. On a l'attaquant des Young Africans qui évolue actuellement. Mayele, voilà, Fiston Mayele qui évolue en Coupe CAF. Lui aussi qui était un très bon attaquant, à peu près aussi dans la même capacité de vélocité, d'élimination en 1 contre 1, aussi d'efficacité. Donc, il est le meilleur en termes de performance, oui, mais en termes de potentiel, moi, je n'en suis pas très convaincu. D'accord. Dago Charles? Moi, je suis convaincu. Parce que qu'est-ce qu'on demande à l'attaquant? C'est des mecs de but, c'est tout. Après, son malheur, c'est d'être dans une équipe qui encaisse aussi beaucoup de buts. Parce qu'on a un tel attaquant qui peut marquer 6 buts en Ligue des Champions, que la commission l'a pu relever, parce qu'on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui joue en Coupe CAF. Ah non, si tu marques 15 buts en Coupe CAF, on ne peut pas te comparer à un gars qui marque 6 buts en Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est le haut niveau par rapport à la Coupe CAF. Maintenant, un garçon comme celui-là, je pourrais le mettre dans la même assiette que Zouzoua, qui lui s'est débattu, voilà, en marquant, je crois, 4 buts avec la SEC Mimosa. Et puis après, bon, la SEC encaisse un peu plus de buts. Et là, il ne figure pas parmi. Donc, c'est juste pour dire que quand on est dans une équipe de foot, on peut avoir le meilleur buteur. Mais quand on n'a pas aussi une bonne défense ou un bon gardien de but, franchement, à un moment donné, bon, voilà, on ne peut plus apprécier mieux l'attaquant qu'est ce garçon. Sinon, le gars Ali qui va en finale, là,
Si l'avancement de El Ali marque demain plus de 3 buts, voilà, on oublie celui-là. Il n'est plus le même buteur du championnat. Il se sera débattu pour Si Percy Tao fait un gros match en finale, il va prendre le... En parlant justement de l'équipe de Al Ahly, quel commentaire vous faites sur leur performance? Alors, c'est le Real de Madrid d'Afrique. Parce que c'est comme on posait la question, pourquoi le Real arrive toujours à s'imposer? Il y a cette magie-là qui existe dans certains clubs. Parce que sur ces 3 dernières éditions, souvent on a commenté les matchs avec Ballot, on a vu que cette équipe de Al Ahly a eu des difficultés à se qualifier pour le tour suivant. Sauf que dès que la première phase s'achève, derrière, c'est une autre équipe de Al Ahly que nous découvrons. Voilà. Et là, il marche sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui explique cette domination? C'est l'expérience, parce que c'est une équipe qui est capable aujourd'hui de garder le même effectif sur 3-4 saisons. Et ça, c'est uniquement, ou peut-être quelques clubs du Nord qui arrivent à le faire. Donc, c'est normal que nous ayons ces mêmes équipes, et surtout cette même équipe de Al Ahly qui, chaque année, est présente. On a parlé de Percy Tao. Il est au club, ça fait, il me semble, plus de 3 saisons. Lui qui a volé en Espagne. C'est surtout, juste pour aller dans ton sens, c'est surtout le fait que les joueurs de la Ligue gagnent plus de 30 000, 40 000, 50 000 euros à la fin du mois. C'est-à-dire que certains sont mieux payés que certains professionnels européens. Donc, les 5 grands championnats. C'est ce qui motive. Ah oui, donc ça renvoie au fait que le club est très structuré. C'est-à-dire que c'est l'un des clubs les plus structurés en Afrique. Donc ça implique quoi? Ça implique le fait que cette équipe a la capacité de se renouveler. Ça compte aussi pour être régulier en Afrique. Le budget de 20 milliards. Donc ça permet de renouveler l'effectif. Mais en plus de renouveler l'effectif, ça permet de le garder sur un grand nombre d'années. On a eu un joueur comme Mohamed Aboutrika qui a été décrit comme un joueur magnifique, fabuleux, qui avait des opportunités d'évoluer en Europe. Mais il a préféré rester à la Ligue d'Égypte. Et le fait d'être resté à la Ligue d'Égypte, ça a permis à cette équipe-là de jouer les premiers rôles sur le continent africain. Donc, voilà, les recettes, il faut juste être structuré, avoir de bons dirigeants, avoir de bons centres de formation, et je pense que sur les chiffres, le budget du club en 2019 était de 31 millions d'euros, 20 milliards de francs CFA. Le plus gros budget des clubs de l'Afrique de l'Ouest, je crois, c'est Orient de Guinée, qui à l'époque tournait autour de 2 milliards 500. La SEC, je crois, est à 2 milliards. Donc, vous voyez, ce club de Al Ahly a 10 fois le budget du club qui a plus d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est extraordinaire, ça. Vous avez un club comme ça, ils ont 10 ligues, ils ont 8 super coupes. L'équipe a été désignée meilleure équipe du XXe siècle. Donc, le Al Ahly est sur notre planète. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir avec les équipes. À un moment donné, c'était le club le plus titré au monde. Oui, aujourd'hui, ils ont 146 titres. Ils font partie des clubs les plus titrés au monde. Qui jouent régulièrement la Coupe du Monde des clubs, qui est en ce moment leader du championnat égyptien, qui a laminé Espérance de Tunis en demi-finale 3-0 à l'extérieur, 2-0 à domicile. Bon, le Al Ahly, c'est une équipe européenne qui est en Afrique, en fait. C'est ça, la différence. C'est une équipe européenne qui est en Afrique. Merci, Roger Stéphane. Petite pause et on se retrouve tout de suite. Nous sommes toujours sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team et vous faites bien de nous suivre de plus en plus nombreux. La question LGT de ce soir, parce que le téléphone est désormais ouvert. Les éléphants ont-ils plus de chance avec le nouveau format des éliminatoires concernant le Mondial 2026? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99 et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. C'est le premier sujet de l'actu de ce soir. Absent des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est située sur le parcours qu'il attend pour se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. La Confédération africaine de football a dévoilé le format et les dates des qualifications il y a quelques jours. Cette vidéo préparée par la rédaction nous fait le point. Avec le nouveau format des éliminatoires, les éléphants ont-ils plus de chances d'être au Mondial 2026? Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non? Et ensuite, vous pourrez argumenter après. Dagochal, oui. Ballot, oui. Henri Joël, oui. Roger Stéphane, je prends le oui. C'est le oui que j'ai vu. Dagochal, oui. Pourquoi oui? Non, mais écoutez, moi, je ne dirais pas que c'est ce format-là qui ferait qu'on aurait la chance.
les 3 participations étaient le fruit du travail. Voilà, lorsqu'on a connu nos déboires, nos problèmes en interne ici au niveau de la fédération, voilà, on n'a pas pu participer aux dernières Coupes du Monde. Donc moi, je pense que le cas étant revenu à la maison, si on se remet au travail comme d'ordinaire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là-bas. Voilà, lors de la dernière Coupe d'Afrique, bon, on n'a pas été peut-être à la hauteur, il y a des choses qui nous ont manqué, quelque chose qui 2, 3 petites choses nous ont manqué. Mais je pense qu'on a les joueurs pour, on a aujourd'hui les dirigeants pour, on a tout ce qu'il nous faut pour être au prochain mondial. Ne pas y être, franchement, ce serait vraiment un gâchis, parce que la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui, à mon sens, des 10 meilleures nations du football en Afrique. Si on enlève ces 3 monstres avec le Sénégal, mais les 3 monstres maghrébins, je pense que la Côte d'Ivoire compte véritablement dans le quota du football africain. Donc pour moi, ce n'est pas une question de chance, c'est parce que nous avons les qualités pour être là-bas. Et donc rien ne doit nous, je dis, faire en sorte qu'on ne soit pas là-bas. Non, non, je pense pas. D'accord. Ballot? Moi, je dirais oui, mais. Oui, je n'ai pas pu nuancer sur le Panonceau. Oui, mais parce que déjà, je m'explique. Sur le principe de base qui nous dit qu'il y aura plus de participants africains à la Coupe du Monde, c'est-à-dire 9 participants à la Coupe du Monde. Oui, partons de ce chiffre-là, oui, parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs d'Afrique. Donc, ça sous-entend que sur 9 places, elle peut se procurer, elle a une opportunité en or de s'y introduire. Maintenant, où j'ai beaucoup de réserves, il faut dire que durant les éliminatoires passés sur les 2 dernières éditions, cette équipe de Côte d'Ivoire n'a pas été capable de gérer la pression, n'a pas été capable de faire face au match couperé. Je prends un exemple récent, face au Cameroun. On est passé déjà, il faut dire qu'on est passé le premier tour, on a pu passer le premier tour des éliminatoires. Mais lorsqu'il s'est agi des matchs de barrage, on a flanché face aux Lions indomptables. Si on repart plus loin, le 4 septembre, ici à Abidjan, il s'agissait pour les éléphants dans un match coup-près de battre le Cameroun pour se qualifier en Coupe du Monde. Là encore, on a échoué, alors que sur la nouvelle monture, sur tout simplement la nouvelle formule, on nous dit qu'il y aura à la fois des barrages pour les meilleurs deuxièmes, et ensuite, après ce championnat, on aura à affronter le meilleur de la zone CONCACAF. La zone CONCACAF, c'est la zone des Caraïbes, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc, si on est deuxième et qu'on arrive à passer ce championnat, on sera amené à affronter une équipe d'Amérique du Sud éventuellement. Quand on sait qu'on a du mal à gérer la pression, ça peut être un obstacle à mon avis. D'accord. Vous avez très bien argumenté, hein, mais un oui, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Donc c'est soit oui, c'est soit non. Donc carton jaune. Nous avons M. Diomandé Mamadou en ligne. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui, M. Diomandé Mamadou, comment vous allez? Bon, avec la 3, le mois très haut. Toujours. Mais Marie-Gilles, oui. Vous m'avez invité pour votre fête à Koumassi, là. Marie-Gilles. Non, non, vous êtes invité. Ça n'a pas encore lieu. C'est vendredi. Vous êtes invité. Oui, on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. D'abord, je salue. Salut, Joël. Je salue Rodia, je salue Balo. Bonsoir, monsieur. Tout le monde vous salue. J'ai dit oui par rapport à l'idée d'Ago. S'il y a la cohésion, si on est comme un seul homme autour de notre football, 2026 là, on va aller. Et tout le monde par 2024, par la carte 24. Il faudrait que vraiment tous les acteurs, les grands barreaux, les grands patrons du football là, s'unissent comme un seul homme autour de notre football et la chance sourire. Quand on est unis, rien n'empêche la chance. La chance vient ouvertement, grandement à la porte et ça va pas rentre. Donc, Marie-Gilles, vraiment, invitez-moi, hein, sinon je ne vais pas chier. Hein. Donc, à vendredi. On se retrouve vendredi. Merci beaucoup. Roger Stéphane. Non, il n'y a pas de oui ou non. Le carton jaune est déjà là. Je suis déjà prête. Mais sinon, dans notre métier aussi, on peut nuancer, on peut être neutre aussi. Bon, donc avant même que vous commencez à argumenter, carton jaune pour Roger Stéphane. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu le tour. Parce que la vérité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que ça arrange seulement. Ça arrange le continent africain parce qu'on a une chance d'avoir beaucoup de meilleures nations africaines à la Coupe du monde de football. Sur les dernières éditions, on avait 5 représentants. Vous avez un premier tour des éliminatoires, ensuite vous avez un deuxième tour des éliminatoires phase de poule,
Et puis après, vous avez 10 qualifiés qui s'affrontent en un match aller-retour. C'était coupéré. Bon, là, maintenant, on est passé à 48 nations. On a 9 places, plus une 10e place de barragistes. Si vous êtes premier de votre poule, vous êtes qualifié. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir 9 belles équipes africaines qualifiées pour cette compétition. Et si on considère naturellement que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleures nations sur le continent, oui, ça nous laisse une petite chance. Mais ça, c'est en termes de, je dis en termes de calcul sur le terrain avec la formule, etc. etc. Ouais. Mais l'autre réalité, c'est jouer sur le terrain. C'est jouer sur le terrain. Si on n'a pas une bonne forme, si on ne négocie pas bien les éliminatoires, si dans notre pool, on retrouve 2 outsiders qui ont les dents longues et qui ont envie de marquer le coup, ben, on pourrait traîner. Maintenant, le reste, c'est vrai que le calendrier est bien, la formule est bien. Maintenant, il faut travailler, il faut être dans une forme olympique. À une certaine époque, on n'était pas toujours inquiet par rapport à notre qualification pour la Coupe du monde de football. L'époque à laquelle on va en 2006, on va en 2010, on va en 2014, on n'était pas très inquiet, mais on a loupé 2018-2022 parce qu'on n'a plus cette équipe de grande qualité, cette équipe qui faisait peur, cette génération dorée qui dominait tout le monde, qui écrasait tout le monde. Maintenant, on a un petit groupe qui est en train de se mettre en place. Il faut continuer de travailler et se donner les chances de se qualifier. Mais à la vérité, cette formule-là, elle est ouverte pour tout le monde. Il va y avoir 9 gros favoris qui vont être tête de poule de 9 poules. Mais derrière, vous allez avoir quelques petites équipes qui, elles aussi, auront envie, comme ça a été le cas du Togo à une certaine équipe, comme ça a été le cas de l'Angola à une certaine époque, comme ça a été le cas de l'Afrique à une certaine époque, qui, elles aussi, auront envie d'aller à la Coupe du monde de football. Mais j'avoue que de façon globale, cette formule-là arrange l'Afrique. 9 premiers qualifiés, les 4 meilleurs deuxièmes vont faire un tournoi. Ensuite, il y aura un tournoi de barragistes international. Vraiment, c'est du pain béni pour l'Afrique qui pourrait se retrouver avec 10 nations à cette Coupe du monde à 48 nations. Vraiment, la formule est très bien pour l'ensemble des grandes nations de football sur le continent. Très bien. Sur la page Facebook de la 3, on a Kwame Jacques Conan qui nous dit « Bonsoir la team, bonne émission à vous. Concernant le sujet, moi je crois qu'actuellement, les éléphants ont leur destin en main pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. La chance, nous l'avons toujours. Il faut qu'ils jouent tous les matchs à fond pour ne pas perdre des points et regretter après. » Ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Nous avons M. Fofana en ligne qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Bon, la grande team vous salue. Hein? Oui, bonsoir, je salue la grande team. D'accord. On vous écoute donc. Voilà. Concernant le question j'étais là, bon, je crois que le Coupe du monde, là, ça c'est un autre sujet aussi. Voilà. Pour être qualifié là-bas, là, vraiment, il faut te mettre dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est-à-dire, il faut avoir des bons joueurs. Si on n'a pas de bons joueurs, on ne peut pas aller en Coupe du monde. Parce que nos joueurs qui sont là actuellement, ceux qu'on peut compter sur eux là, pour dire qu'on peut compter 100% là, ils ne sont pas nombreux. C'est tout dernièrement, là même, avec l'affaire des championnats européens, là, donc, les professionnels là même ont commencé à jouer des matchs qu'il faut. Donc vraiment, ce qui est sûr, ça est dans la main de Dieu. Le dessin de qualification de la Côte d'Ivoire, ça est dans la main de nos dirigeants. Voilà. Ok, je vous dis, tiens, bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana. Et je salue tout le monde au plateau. Merci beaucoup. Bonne émission à vous. Merci. Vraiment, merci. Je vous remercie toujours. Parce que c'est pas facile quand on peut vous avoir, mais, oui. mais on fait comme ça et ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana. Oui, Henri Joël. Alors moi, j'ai mis 8 parce que, vous savez, même si les derniers éliminatoires auxquels la Côte d'Ivoire a participé, quand même, ça ressemblait à ce format-là, même si peut-être on n'est pas dans cette même configuration. Quand on prend 2006, d'abord, il y a eu des éliminatoires un premier tour. Ensuite, on a retenu 4 équipes par poule, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte et le Soudan. Donc, ça ressemble, même si peut-être on n'a pas le même nombre de nations, mais ça ressemble. Parce que forcément, dans cette poule de 6, on va retrouver minimum 2 grosses équipes. Il y a rien. On va retrouver minimum 2 grosses équipes. Donc, moi, je pense que rien ne change. Et par rapport aux premières qualifications, je pense que la Côte d'Ivoire, malgré les difficultés, la Côte d'Ivoire a toujours réussi à se qualifier. Je me rappelle même de cette qualification, c'était face au Sénégal, où le match retour, on est passé à
à quelques millimètres près de l'élimination. Sur une balle sénégalaise, il a fallu la contre-attaque derrière de Kalou pour aller marquer le deuxième but qui qualifie la Côte d'Ivoire. Donc forcément, dans ces éliminatoires-là, il y a toujours assez de complications. Et je pense qu'on aura face à cette complication, même si le nombre d'équipes ou le nombre de poules a augmenté, mais on aura forcément dans chaque poule au moins 2 grosses nations. Maintenant, au niveau de l'Afrique, quand même, il y a des nations émergentes qui commencent à créer pas mal de problèmes à certaines grosses nations, à certaines nations dites favorites. Donc, derrière, on aura cette complication. Maintenant, là où je rejoins presque tout le monde, c'est que depuis un moment, il y a la calmie au niveau du football ivoirien. Parce que ces 2 dernières années, d'abord à partir de 2017, on se fait éliminer par le Maroc ici. Il y avait cette affaire de G7, GX, GY qui fatiguait un peu la fédération. Donc du coup, les choses ne sont pas bien passées. Je ne dirais pas qu'on va mettre cela sur le compte de ces embrouilles, mais quand même, voilà, tout ne fonctionnait pas très bien au niveau du football ivoirien. Parce qu'après même l'élimination, on a demandé à ce que le comité exécutif démissionne. Ensuite, il y a eu le comité de normalisation où ce voyage au Cameroun, d'abord en passant par le Bénin où on fait un bon match, ensuite au Cameroun où on se fait battre par une équipe du Cameroun qui, à mon sens, n'était pas supérieure à la Côte d'Ivoire. Donc je me dis que ces deux moments-là, où ces 2 éliminations sont arrivées à une période où la Côte d'Ivoire, le football tanguait, le football ivoirien tanguait un temps soit peu. Maintenant, il y a la calmie, les choses commencent à redevenir comme avant, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se qualifie pas. Très bien, Henri-Joël. Jetons un regard sur la composition probable du chapeau 1 selon le classement FIFA actuel, grâce à la régie. Et selon ce classement FIFA, la Côte d'Ivoire figure dans le top 9 ou le top 10 des équipes. Donc forcément, la Côte d'Ivoire sera tête de poule. Donc vous avez le Maroc, Sénégal, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas un avantage d'être en tête de série? Ah oui, c'est un avantage. Hein. Déjà, dans cette classification, on est à coup sûr. On sait qu'on ne va pas rencontrer le Sénégal, on ne va pas rencontrer la Tunisie tout de suite. Bon, on peut les rencontrer. Au cas où on finit, voilà, on peut les rencontrer. Peut-être que dans la deuxième partie... Non, on ne les rencontrera pas parce que les 9 là, s'ils terminent premier de leur poule, ils sont qualifiés. Maintenant, si vous terminez deuxième... Permettez-moi, monsieur, je reviens à vous tout de suite. On a monsieur Balou en ligne, pour ne pas le perdre, qui nous appelle de Gagnoa. Monsieur Balou, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? On vous entend un peu faiblement, hein, si vous parlez un peu plus fort. Ok. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Balou. Voilà. Bonsoir aussi à ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir, monsieur Balou. Monsieur. Voilà. Bon, moi, c'est monsieur Balou. Oui. Monsieur Balou, voilà, oui. Voilà, j'avais quelque chose à dire, monsieur Balou, issu de Gagnoa. Oui, on vous écoute. Bon, au niveau de la qualification de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les éléphants ont plus de chance avec le nouveau format des éliminatoires? D'abord, pour commencer, je pense que les éléphants, ils ont plus de chance. D'abord parce que quand on voit un peu, comment on appelle ça, les différents joueurs de l'équipe nationale, on a l'impression que c'est comme un peu, comment on dirait, la France de l'Afrique. Parce que tous les grands joueurs qui jouent dans les grands championnats sont d'abord en Côte d'Ivoire. Maintenant, en plus de ça, on a un technicien aussi qui est aussi expérimenté. Bien vrai qu'il est vieux, mais il est expérimenté. Donc, il pense qu'avec tous ces apports-là, et puis bon, si vraiment les joueurs viennent vraiment pour la patrie, je pense que ça sera vraiment totalement du fou. Voilà. Et puis bon, c'est un groupe de 6 en même temps, de 9. Et puis bon, directement qualificatif. Je pense que c'est vraiment bien pour la Côte d'Ivoire. Si vraiment les joueurs mouillent le maillot, comme au temps de Didier Drogba, Aruna Dandane, je pense que c'est un petit problème pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. Mais l'entraîneur aussi va savoir, il n'a qu'à savoir aussi faire, en tout cas, comment on appelle ça, des appels qui vont aussi profiter à la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas faire des appels parce que, comment on appelle ça, la FIFA demande des joueurs. Soit l'entraîneur fait des appels à des joueurs qui sont prêts vraiment pour défendre la Côte d'Ivoire. C'était tout, c'est M. Balou depuis Gagnoa. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Balou depuis Gagnoa. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. Vous avez le chapeau 1 avec ces équipes. Mais je ne vois pas Ghana, Mali, RDC, Gabon, Afrique du Sud. C'est des équipes qu'on pourrait retrouver dans le chapeau 2. Donc, qui pourraient être dans la poule de ces pays qu'on voit là. Donc, ça veut dire que oui, il y a les meilleures équipes en ce moment au niveau du classement
FIFA qui sont là. On est heureux de savoir qu'on va peut-être être tête de liste. Tête de liste, ça veut dire que vous êtes favori, ça veut dire que vous allez éviter les nations les plus en forme du monde. Les sont là. Mais après aussi, il y a quelques adversaires qui pourraient venir, qui ne sont pas là, qui sont des équipes qui sont coriaces, Ghana, Mali, que j'ai cité. Donc ça reste ouvert, mais c'est déjà très bon d'être dans ce chapeau-là parce que les meilleures équipes... Ghana, Mali, Afrique du Sud Afrique du Sud, ouais, RDC, Gabon, tout ça. Donc, oui, Balo. Oui, mais moi, je voudrais qu'on sorte de cette logique de... On est dans le chapeau 1, on va éviter tel gros ou tel gros. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs au niveau du football africain. On a croisé le Lesotho récemment, on a été tenu en échec. Donc, c'est dire que c'est vrai qu'on ne va pas affronter des grandes nations du football comme le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, mais il y a des équipes qui peuvent créer la surprise. On a la Mauritanie qui nous montre de grandes qualités aujourd'hui. On a la Zambie, on a des équipes qui émergent sur le continent, même le Mozambique. Donc, attention. C'est vrai qu'on est dans le chapeau 1, mais tout est dans l'état d'esprit. Si ils ne sont pas combatifs, si on n'a pas de vrais guerriers pour affronter ces matchs-là, clairement, on va se faire éliminer. Donc, c'est vrai qu'on est dans le chapeau 1, mais attention. Il y a des équipes qui montent sur le continent africain et qui acquièrent de la maturité de plus en plus. Très bien. Voyons en illustration les grandes lignes de ce nouveau format de qualification zone Afrique. Alors, comme on l'a dit, c'est 54 nations qui seront réparties en 9 poules de 6. Tirage au sort à venir le 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin, tout près ici. Alors, les premiers de chaque poule, déjà, il faut savoir que les premiers de chaque poule vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Ensuite, les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un barrage continental. Le vainqueur de ce barrage affrontera une équipe de la zone CONCACAF. Alors, le calendrier, il est le suivant. La première et la deuxième journée, c'est du 13 au 21 novembre 2023. Ensuite, troisième et quatrième journée, du 3 au 11 juin 2024. Ensuite, on aura du 17 au 25 mars, les 5e et 6e journées. Les 7e et 8e journées du 1er au 9 septembre 2025. La 9e et 10e journée du 5 au 14 octobre 2025. Ensuite, barrage. Là, nous avons fini les phases de poule. Au niveau des barrages, ça sera au niveau de la CAF, bien sûr, du 10 au 18 novembre 2025. Et puis, le barrage FIFA, c'est-à-dire le vainqueur de ce barrage au niveau de l'Afrique qui va affronter la zone CONCACAF, ça se tiendra en mars 2026. Au regard de ce calendrier, comment devrait s'organiser la sélection nationale, Dago Charles? Écoutez, je pense que le sélectionneur doit avoir eu accès à ce programme. Avec la fédération, ils vont travailler là-dessus. Mais ce qui est le plus important, c'est que nos joueurs arrivent en forme en cette période-là. Parce que c'est ça le plus important. Tu peux être en forme durant la saison, mais si au moment des qualifs, c'est là que tu es dans une baisse de régime, ça sera beaucoup plus difficile. Je voudrais assurer mon cher Balo de ce que on ne va pas pour dire non, qu'on ne respecte pas les adversaires. C'est vrai de dire qu'il y a un nivellement, mais il y a aussi un respect aussi des systèmes de nations. Quand la CAF fait ce chapeau-là, ce chapeau 1, et qu'on voit vraiment toutes ces nations, c'est parce que réellement ces nations-là sont au-dessus des autres. Maintenant, si tu ne respectes pas le football, tu ne respectes pas ton adversaire, c'est clair que tu seras surpris. Mais je pense que ceux qui sont dans le chapeau 1, c'est ceux qui, là, jusque-là, ont respecté le football. Et donc, quand tu respectes ton rang, tu feras en sorte de te qualifier tel que tu as produit le football hier. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire veuille sortir de ce rang-là actuellement. Nous sommes restés longtemps premiers, nous n'avions pas gagné. C'est lorsque nous étions plus premiers que nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Et là, nous retournons pour la Coupe, nous avons la possibilité de retourner à la Coupe du Monde. Nous avons des joueurs de valeur actuellement. Il appartient aux sélectionneurs, à la fédération, de vraiment travailler en sorte que nos joueurs arrivent prêts pour la coupe du Monde. L'autre chose, c'est surtout, pardon, laisse-moi chuter, pour terminer, c'est vraiment c'est le président de la fédération. Je voudrais qu'il copie un peu Jacques Adoma, qui nous situe. Parce que quand on démarre les saisons, il y a le projet que le président de la fédération peut dire, moi je veux la Coupe du Monde, ou je veux la Coupe d'Afrique. Ça c'est très important. Après cette communication, nous tous les Ivoiriens,
on peut être focus sur quelque chose et puis on peut y aller. Mais si on doit jouer sur tous les tableaux, à un moment donné, bon, on peut se disperser. D'accord. Moi, j'aimerais vous poser une question très simple, hein, messieurs, si vous permettez. Est-ce que le sélectionneur Jean-Louis Gasset est celui qui pourra justement envoyer les éléphants aux éliminatoires du Mondial 2026? Henri Joël. Alors, d'abord, il faut regarder que ça sera dans 1 an. Dans plus d'1 an. C'est-à-dire, ça commence du 13 au 21 novembre 2023. C'est-à-dire, 2023. Non, 2023. 2023. Il est en plein contrat. Hein. Ouais. 2023. Ça commence bientôt. Non, c'est-à-dire que les éliminatoires commencent. On commence la trêve internationale de novembre 2023 et prennent fin à la trêve internationale d'octobre 2025. Donc c'est 23 mois, c'est 2 ans quasiment les éliminatoires. Gasset, son contrat court jusqu'à la CAN, qu'on la joue en 2024. Donc forcément, il va commencer les éliminatoires. Voilà. Et puis en plus, il a une option d'1 an sur son contrat s'il réussit la CAN. Donc il y a de fortes chances sur son contrat-là, il y a de fortes chances qu'il commence les éliminatoires. Et s'il fait une bonne carte, si on remplit, il pourrait peut-être conduire les éliminatoires. Bon, c'est pas évident qu'on le retrouve jusqu'à la fin de ces éliminatoires. C'est pas évident parce que je pense que l'élément qui va peut-être soit le garder ou le faire partie, ça sera la CAN. Oui. C'est ce que je dis. On joue la CAN. Attendez, est-ce que tu nous montres l'évidence? C'est ce que je dis. Terminé, Henri Joël. Terminé. Merci beaucoup. Oui. Donc après cette CAN, et au niveau même des joueurs, c'est pas évident qu'on retrouve les mêmes joueurs jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Oui. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de trentenaires au sein de cette équipe. Déjà même, certains parlent de faire partie de certains joueurs. Donc après la CAN, forcément, certains prendront leur retraite et d'autres joueurs viendront se greffer à ce qui est là comme ossature. Donc on est véritablement dans l'incertitude en ce qui concerne ces prédictions. Parce que, comme je l'ai dit, Gasset, c'est soit il fait une bonne CAN et on continue l'aventure avec lui. C'est tout. Soit il ne le fait pas une bonne CAN et puis il faut préciser rapidement que l'objectif qui lui est assigné, ce sont les demi-finales. Donc s'il n'atteint pas les demi-finales, il sera aussi. C'est ce que dit son contrat, tout simplement. C'est le contrat qui va décider. On a le public sportif qui s'est prononcé sur la question LGT. On l'écoute. Elle est beaucoup favorable pour la Côte d'Ivoire. Du fait que les premiers de chaque poule iront directement pour la Coupe du Monde. Et il y a une deuxième possibilité, si jamais nous ne sommes pas premiers, et de pouvoir au moins se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons des jeunes joueurs qui jouent dans les championnats qui sont un peu actuellement en vogue. Donc je pense bien qu'avec ces 9 poules de 6 équipes, la Côte d'Ivoire peut attraper beaucoup de chances de finir premier et se qualifier directement pour la Coupe du Monde. L'ancien format était plutôt limité et ce nouveau format est élargi, donc on a plus de chances pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Je trouve que c'est une formule qui est encore plus meilleure, surtout pour les Africains. L'Afrique est gagnante parce qu'on gagne 4 places de plus. Bon, nous, notre équipe, les éléphants, on tente généralement entre la 10e et la 20e place. Bon, ça va dépendre aussi de la période et de la forme de notre équipe. On peut plutôt monter comme c'est maintenu là où nous sommes. Mais je crois que nous, on a du potentiel. On peut faire mieux pour terminer parmi les 5 premiers et puis être toujours plus qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Et étant une grande nation de l'Afrique, sinon du mondial, je pense qu'on a toutes les chances de nous qualifier. Si vous nous prenez maintenant en marche, on vous permet de revoir les news avec LGT News. LGT News. LGT News. Football à présent avec le championnat scolaire africain. La CAF offre 27 700 ballons aux établissements de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des préparatifs de la phase nationale de la 2e édition du championnat scolaire africain, la Confédération africaine de football a offert 27 700 ballons aux établissements de Côte d'Ivoire. 200 ballons ont en effet fait l'objet d'une remise symbolique hier au lycée classique d'Abidjan au cours d'une cérémonie qui a réuni la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Maria Toukone, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo et quelques invités de marque. 10 établissements ont reçu ce don composé de 20 ballons pour chacun. À travers ce geste, la CAF entendait ainsi respecter ses engagements en prélude de la phase nationale du championnat scolaire africain. Le football scolaire fait partie, je dirais, du dispositif. Parce que, évidemment, le football des jeunes, les jeunes sont et à la fois scolarisés et déscolarisés. Mais nous encourageons plutôt les jeunes à être scolarisés. Parce que, comme je le disais, être à l'école est un avantage en termes de réflexion et de perception. Donc, pour nous, c'est un espace particulièrement important qu'il fallait adresser. Leur donner les conditions pour jouer, pour participer
Et vous savez que l'école, on est au collège à partir de 11 ans et on finit au lycée à 18 ans. Donc c'est vraiment la tranche 11-18 qui est une tranche que nous adressons pour pouvoir avoir des joueurs de qualité, bien formés et qui puissent donc répondre aux attentes du football ivoirien. Le deuxième sujet de l'actu de ce soir concerne José Mourinho, qui est de nouveau sous les projecteurs de l'actualité. Au regard de ses résultats avec l'AS Roma, le technicien portugais suscite de l'admiration et a annoncé dans de grosses écuries européennes. Messieurs, comment expliquez-vous les résultats obtenus justement par José Mourinho avec l'AS Roma? Henri Joël. Il fait un très bon parcours, de bons résultats avec cette équipe de l'AS Roma parce que, bon, dans la suite, on le dira, avec 5 grands moyens, mais il a recruté utile, il a recruté intelligent et surtout, il a apporté quelque chose de nouveau. Il a permis à cet joueur qui était un peu en disgrâce de pouvoir se réveiller, de pouvoir se remettre dans le sens de la marche. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Il est en finale de la Ligue Europa. Donc, on peut dire que voilà, il fait un très bon parcours. Voilà. Et qu'est-ce qui fait sa force d'entraîneur? Il a du flair. Il a du flair. Ça, c'est la caractéristique José Mourinho. Qu'il soit passé par l'Inter, par les Blues de Chelsea ou par le Real Madrid, lorsqu'on regarde ses recrutements sont toujours judicieux. Au Real Madrid, il recrute Luka Modric, il recrute Sami Khedira, des joueurs essentiels dans le dispositif du Real Madrid. À l'Inter, il recrute Samuel Eto'o, Thiago Motta, Diego Milito, Wesley Sneijder, qui font la différence, qui permettent à l'Inter de Milan de remporter la Ligue des Champions en 2010. Lorsqu'il arrive à la Roma, il fait venir un certain Paolo Dybala qui vient de la Juventus de Turin. Il fait venir Tammy Abraham. Donc, on constate que c'est un entraîneur qui a du flair, qui sait flairer le bon coup en termes de choix de joueurs. Ce ne sont pas des joueurs forcément superstars, non, pas du tout. Mais il sait aller les chercher à un moindre prix en plus. Et avec la Roma, en plus, il fait venir Wijnaldum, qui est en prêt du Paris Saint-Germain. Donc, c'est le flair de José Mourinho, véritablement, qui fait sa force d'entraîneur. Jetons un regard sur les performances de l'entraîneur avec la Roma. Grâce à la régie, oui. Alors, il a signé à la Roma le 4 mai 2021. Son contrat expire le 30 juin 2024. Principal recrue, comme on le disait, Tammy Abraham, Rui Patricio, Paolo Dybala, qui est arrivé libre, Wijnaldum, qui est en prêt, Andrea Belotti, qui est arrivé libre. Ensuite, lors du mercato 2022-2023, 7 millions dépensés, soit 4,5 milliards de francs CFA. Les résultats, vous avez vainqueur de l'Europa League Conference en 2022, finaliste de l'Europa League cette saison et puis actuel 6e de la Serie A. D'accord. Roger Stéphane, comme l'a dit Henri Joël, avec pas grand moyen, comment il arrive à être en finale avec seulement 7 millions d'euros? Bon, il y a quelques bons petits noms quand même. Dybala et autres, ce n'est pas n'importe qui, c'est des bons joueurs. Mais ce n'est pas l'ossature du Real de Madrid, bien de Manchester City, encore moins de Manchester United. Mais Mourinho, c'est un homme très intelligent. C'est un bon technicien, il est rigoureux, il a du caractère. Lui, il est l'adepte du résultat. Lui, ce n'est pas le beau jeu, c'est le résultat. Et c'est cette culture-là qu'il inculque à ses joueurs. Et il aime s'appuyer généralement sur un bloc défensif solide et puis devant quelques individualités. Donc ça marche bien. La mentalité italienne correspond un peu à ça. Les Italiens ont du caractère. Donc oui, ça marche. Partout où il est passé, il a imposé sa marque et sa griffe. Bravo à lui, ce qu'il est en train de réaliser à Roma. Le couronnement d'un ensemble d'éléments sur sa carrière, de son expérience, de son vécu. C'est un homme de caractère et toutes les équipes de José Mourinho ont eu du caractère. Ce que Roma est en train de faire en ce moment, c'est très bien. La Ligue a confirmé l'année dernière. L'Amné joue la finale de la Ligue Europa. Bon, c'est tout simplement magnifique. Dago Charles? Je respecte l'homme pour ses résultats. Ouais. Ben, j'ai aucune admiration pour le technicien. Parce que pour moi, il nous produit un football rétrograde. Il gare le bus. Quand on voit la demi-finale, il a garé le bus. Son style. Et son style. Donc oui, il est adepte des résultats. Je suis d'accord avec Stéphane. Oui, mais nous qui sommes friands du spectacle, parce que le football, c'est un spectacle, c'est une pièce théâtrale au cours de laquelle les artistes viennent s'exprimer. Et avec lui, il n'y a pas d'artiste qui s'exprime. On a vu Mourinho-là utiliser le grand Samuel Eto'o comme latéral droit. Et il a transformé un artiste offensif. Voilà, donc pour moi, oui,
Il a les résultats, il n'y a pas de problème, il y a du respect pour ses résultats. À côté de ça, quand même, il gagne avec le Real, on lui dit non, on n'a pas besoin de toi. Il gagne avec l'Inter, la Ligue des Champions, on n'a pas besoin de toi. Il gagne avec Manchester United, on dit on n'a pas besoin de toi. Parce que le spectacle ne suit pas. Donc, parce que le football, par essence, est une pièce théâtrale où on voit les artistes. Mais entre le résultat et le spectacle, le choix est vite fait. Et c'est pour cela que nous aimons le spectacle, le choix est vite fait. Nous préférons Jürgen Klopp, Pep Guardiola, qui allient le résultat et le spectacle. C'est ça le football. On respecte très bien votre avis. Alors, rapidement, moi, ce que je veux faire remarquer, c'est que Mourinho souvent gagne avec des joueurs qui ne sont pas stars. Parce que son système de jeu, c'est que des joueurs, je dirais, pas bon, c'est pas des manchots non plus, hein? Oui, pas parce des manchots. À Chelsea, il avait des joueurs énormes. Non, à Chelsea, il avait des joueurs énormes. Quand il vient à Chelsea, Drogba n'est pas star. Quand il Comment gagne, tu peux dire que Drogba n'est pas star? En ce moment, Drogba n'était pas le Drogba que nous avons connu à la suite de sa carrière. Mais laissez-moi terminer. Non, mais c'est pas bien. Drogba quitte Marseille, c'est pas le fait. La performance de Drogba à Marseille. Carton jaune, il n'était pas star. Il n'était pas. C'était pas la superstar de Chelsea. Il parle de l'impact médiatique. Quand Drogba il arrive, il parle de l'impact médiatique, pas de l'impact. Quand Drogba il arrive à Chelsea. Messieurs, vous savez quoi? J'avais bien envie de vous laisser terminer, mais puisque vous voulez vous insister, parler tous en même temps, on va aller directement au plus calé. Voilà, c'est fini pour ce soir. C'est mieux parce que ce qui n'est pas bon. Allez. Ah non, on ne va pas gâter le plus calé. Donnez-le 3 cartons rouges et puis il reste sur le plateau. Là, il a gâté mon argumentaire. Je vais donc pour le plus calé de ce soir, spécial sport de combat. Et vous allez jouer en équipe. Vous allez être très sage, s'il vous plaît, non, messieurs. Mais là, je ne vais pas le laisser Équipe jouer. A, Dago Charles et Balo. Équipe B, Roger Stéphane et Henri Joël. On y va pour la première question. Vas-y. Sport de combat, je vous ai dit. Hein. Comment appelle-t-on la tenue de base du taekwondo? A. Karategi. B. Kimono. C. Dobok. A, B ou C. Comment appelle-t-on la tenue de base du taekwondo? Équipe A, réponse B. Équipe B, réponse C. C'est la réponse C. Dobok. La tenue du taekwondo est le dobok. Deuxième question. Quelle est la plus petite marque au judo? A. Ippon. B. Yuko. C. Wazari. A, B ou C? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse C. Wazari. Précédemment, plus petite marque, le Yuko a été supprimé en 2017 pour faire place au Wazari. Troisième question. Comment appelle-t-on un combat au karaté? Comment appelle-t-on un combat au karaté? A. Kyon. B. Kumite. C. Kata. La réponse A pour tout le monde. C'est la réponse B. Kumite. Le combat au karaté est le kumite. Henri Joël, c'est pas la peine de faire du kumite ici. On va se kumite. Quatrième question. Comment appelle-t-on la salle où se pratiquent les budo? A. Dojo. B. Doyang. C. Yogi. Qui a fait les questionnaires? A, B ou C? Oui, c'est moi. Comment appelle-t-on la salle où se pratiquent les budo? Oh oui, c'est pas vraiment toi, tu es la réponse B. C'est un tricheur. A, la réponse B. La réponse, c'est la réponse A. Dojo. La salle ou l'endroit où se pratique. C'est-à-dire. On ne gagne pas, vous ne gagnez pas. Dagocha, laissez-moi parler. Mais il triche, ce gars. Merci. C'est-à-dire les arts martiaux japonais comme le karaté-do et le judo est le dojo. Le dojang est l'endroit où se pratique le taekwondo. Le yogi est un pratiquant du yoga. Voilà.
Moi, avec vous, finalement, je vais me mettre au yoga. Non, vous êtes très fort. Vous me faites sortir de mes gonds. 5e et dernière question. C'est bon, on y va? Oui, OK. Comment appelle-t-on l'arène où a lieu un combat de sumo? A. Doyo. B. Tatami. C. Sumotori. A, B ou C, comment appelle-t-on l'arène où a lieu un combat de sumo? Équipe A, réponse A. Équipe B, réponse A. C'est un piège. C'est la réponse A. Doyo. Les combats de sumo se déroulent sur le doyo. Roulement de tambour. Non, je suis désolé. Est-ce que voilà. L'équipe victorieuse ce soir est l'équipe B, composée de Roger Stéphane et de Henri Joël. Félicitations, messieurs. Allez-y, dansez maintenant. Allez. C'est ça qui paye les gens. Donc, vas-y. Danse, c'est le bas danse. Vas-y, danse maintenant. C'est préférable. Je fais ma conclusion. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous aussi, Chevroux. C'est la fin de la grande team de ce soir. On se retrouve dans la montagne. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.